Salut à tous les amis, très content de vous retrouver juste après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Jeddah. Il l'emporte devant Charles Leclerc et Sergio Perez, mais on va surtout retenir la superbe performance d'Oli Perman, jeune pilote Ferrari qui a remplacé Carlos Sainz au pied levé vendredi matin pour la FP3 et la qualif. Il nous a fait une performance remarquable pour une première dans la voiture. C'est le plus jeune pilote de l'histoire de Ferrari à piloter pour cette écurie et le troisième plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à piloter une Formule 1. On est parti pour le débrief de cette course. Rebelote pour Red Bull qui a fait la différence ce week-end assez facilement après une bonne qualification. Max Verstappen prend la pole devant Charles Leclerc à 3 dixièmes, tout juste lui devant Sergio Perez qui va limiter la casse. Donc c'est une bonne qualif pour les deux Red Bull. Perez seulement troisième entre guillemets, mais très proche de Charles Leclerc. Je pense que chez Red Bull, on aimerait qu'il se qualifie au moins à la deuxième place au vu du rythme et des capacités de la voiture. Donc une bonne qualif tout de même pour les deux pilotes. Sergio Perez, malgré tout, va très vite se défaire de Charles Leclerc en début de course. La Red Bull avait un rythme impressionnant. Je vous mets le graphique sous les yeux. On voit que Red Bull, en termes de rythme de course, c'est 4 dixièmes plus rapide que Ferrari, 6 dixièmes plus rapide que McLaren et 7 dixièmes, presque 8, plus rapide que Mercedes. Donc globalement, ils sont intouchables, ils sont un petit peu seuls au monde. Max Verstappen, au premier tour, garde la tête. Sergio Perez, au quatrième tour, passe Charles Leclerc et les deux pilotes s'envolent loin devant. Derrière, ils seront jamais inquiétés par la Ferrari qui ne sera finalement jamais vraiment dans le rythme sur la course des Red Bull, même si sur un tour, Charles Leclerc peut s'en approcher. Donc globalement, une course bien maîtrisée de la part de Red Bull qui a profité de la safety car pour faire rentrer ses deux pilotes au stand et ne pas perdre de temps. Donc une stratégie bien exécutée, une bonne qualification et un rythme de course inégalable avec très peu voire pas de dégradation. Les pilotes Red Bull se sont même permis le luxe simplement de se caler sur un rythme et de ne pas accélérer plus. Petit point noir ou petite ombre entre guillemets, c'est Charles Leclerc qui va récupérer le meilleur tour en fin de course. Donc un point grappillé en plus pour la Scuderia Ferrari. Malgré ça, c'est un week-end parfait pour Red Bull qui fait pole position, victoire et seconde place, donc un doublé. Un très bon week-end pour Red Bull qui s'envole dans sa catégorie, qui est tout seul en fait dans sa catégorie à boxer face aux autres. Une hiérarchie plutôt claire qui est en train de s'installer à l'avant de la course, à l'avant du peloton, puisque effectivement les Red Bull sont loin devant, mais comme vous l'avez vu sur le graphe que je vous remets encore une nouvelle fois sous les yeux, Ferrari c'est 4 dixièmes plus lent ce week-end que Red Bull, mais surtout c'est proche de McLaren, 2 dixièmes juste derrière la Ferrari. Mercedes c'est également 1 dixième derrière McLaren et Aston Martin sur ce week-end à peine 1 dixième derrière Mercedes. Donc finalement, ces trois équipes se tiennent en 3 à 4 dixièmes en rythme de course, sachant que en rythme de qualification, l'Aston Martin est très rapide et peut se qualifier devant. Aston Martin, sur ce Grand Prix, a bénéficié d'une piste un petit peu moins abrasive avec moins de dégradation, ce qui lui a permis de rester globalement au contact, voire même de finir devant des Mercedes, devant des McLaren. Mais je pense que sur d'autres circuits, Aston Martin devrait reculer légèrement derrière ce pack. Mais globalement, la hiérarchie est la suivante. Red Bull bien devant. Derrière, on a Ferrari qui est quand même pas très loin. Et un petit peu plus loin, McLaren, Mercedes avec deux voitures très différentes et Aston Martin un petit peu plus loin. Entre McLaren et Mercedes, justement, je vous montre un graphique également. Donc si on reprend le graphique que je vous mets sous les yeux, on peut constater qu'il y a un écart de vitesse de pointe sans DRS. George Russell a atteint 325 km/h, Lewis Hamilton 323 km/h et seulement 316 pour Piastri et 314 pour Lando Norris. Donc une vitesse de pointe bien plus importante pour la Mercedes que la McLaren, mais globalement un rythme similaire. Donc forcément, McLaren trouve du rythme ailleurs. Et sur ce nouveau graphe, on peut constater que notamment au virage, dans l'enchaînement de virages 4, 5, 6, 7, 8, que la McLaren est capable d'emmener plus de vitesse que la Mercedes dans les virages rapides. Donc un avantage sur ces points pour la McLaren. Et globalement, dans les virages lents, on a deux voitures qui se valent. Donc une Mercedes rapide en ligne droite, rapide dans les virages lents, et une McLaren rapide dans les virages rapides et également rapide dans les virages lents. Donc deux philosophies qui s'opposent un petit peu sur ce week-end, mais globalement deux voitures qui se valent. Donc la hiérarchie est assez claire. Red Bull, Ferrari
Et derrière Mercedes-McLaren avec deux philosophies très différentes qui du coup d'un circuit à l'autre pourront s'échanger les places. Et un petit peu plus loin, l'Aston Martin capable de rivaliser sur un tour, capable de rivaliser quand la piste ne dégrade pas trop, mais probablement trop loin quand la piste dégradera, comme c'était le cas à Bahreïn. Biermann, héros, Stroll, zéro. Mais qui es-tu, Oliver Biermann? Oli Biermann, pilote Ferrari, pilote de développement Ferrari, a tout juste 18 ans et 10 mois. Il est le plus jeune pilote à piloter en Formule 1 pour Ferrari. Il gagne en 2021 la F4 italienne et la F4 allemande la même année. Il saute l'Africa, il arrive en Formule 3, il finit troisième dès sa première année de Formule 3, derrière un certain Victor Martins. Il monte avec Prema en Formule 2. Première saison de Formule 2, il finit à une honorable sixième place en ayant fait globalement une très bonne saison. Et il est cette année chez Prema pour sa deuxième saison. Il avait signé la pole en Formule 2. Malheureusement, il n'aura pas pu défendre ses chances de victoire puisqu'il est monté dès la FP3 en Formule 1. Et il a participé à la qualification. Donc, il réalise une très bonne qualif. Il finit 11e à 3 dixièmes seulement de Lewis Hamilton. Donc, c'est très honorable, à une demi-seconde de Charles Leclerc. Et je vais vous montrer avec le petit graphe ce qui lui a manqué pour passer en Q3 et ce qui lui a manqué par rapport à Charles Leclerc. Alors forcément, on va être indulgent avec lui. C'est la première fois qu'il montait dans la Ferrari en course sur un circuit qui est très exigeant. À Jeddah, on sait que notamment par exemple en Formule 2, il n'y a aucun rookie qui a été plus rapide que son coéquipier. Il faut du temps pour appréhender la piste, il faut du temps pour la comprendre. C'est une piste qui est très dangereuse, c'est probablement la piste la plus compliquée pour débuter. Donc on voit sous le graphique que Oli Biermann a notamment perdu du temps dans les virages rapides et globalement dans l'ensemble des virages. Sur les virages 4, 5, 6, 7, 8, on voit qu'il passe bien moins vite que Charles Leclerc et dans les virages qui suivent également. Mais globalement, son rythme est très proche du monégasque en Q2. Il ne manque rien pour passer en Q1. Il restera du coup 11e, juste derrière Stroll et Tsunoda, qualifiés 10e et 9e. En course, il fait également un sans faute. Il réalise un très bon départ et on sait que les procédures ne sont pas forcément faciles à comprendre et à appréhender, surtout quand on monte dans la voiture pour la première fois. Il prend un bon départ, il reste 11e, il ne perd pas de place, il était parti en pneus soft, notamment pour probablement l'aider dans son impulsion. Ferrari globalement a très bien géré le week-end d'Oli Biermann, il a été beaucoup aidé par l'équipe et par Charles Leclerc. Donc il prend un bon départ, il garde sa 11e place, il bouchonne un peu derrière Tsunoda, il bouchonne un peu derrière Guan Yu Zhou, c'est là où il a encore à progresser, il a du mal à s'échapper et à passer ses pilotes, là où Charles Leclerc aurait probablement lui eu beaucoup plus de facilité, mais c'est normal, il est en apprentissage et je pense que l'objectif c'était surtout de ne pas casser la voiture, de ne pas être un héros comme l'a dit Fred Vasseur. Donc il bouchonne un petit peu et il finit par passer finalement et un petit peu loin du pack avec George Russell devant lui à 6 secondes. Malheureusement, il ne reviendra pas sur les voitures de devant, mais il ne perdra pas de distance. Il se rapprochera même légèrement des Mercedes et des McLaren en ayant un rythme un petit peu meilleur dans le clean air. Donc ça, c'est vraiment top. Une course propre, une course parfaite, jusqu'à ce que Lewis Hamilton et Lando Norris s'arrêtent pour chausser des gommes neuves. Et là, il va être mis sous pression les derniers tours de course. On pense qu'il va se faire reprendre à quelques tours de l'arrivée, mais non, Oli Biermann va augmenter son rythme et comme vous pouvez le voir sur le graphe ci-dessous, il va perdre finalement que très peu de temps sur Lewis Hamilton et Lando Norris derrière lui, qui finalement ne le rattraperont jamais. Dans le clean air, il réalise du coup un rythme de course qui est très proche de Charles Leclerc, donc ça c'est vraiment top. Je vous mets le graphique sous vos yeux, pardon. On voit qu'il est évidemment un petit peu plus lent, mais globalement proche du rythme de Charles Leclerc, donc un rythme très correct, capable de résister à la pression de Lando Norris et de Lewis Hamilton qui revenaient derrière. Bref, c'est un sans faute, il est élu évidemment pilote du jour. Félicitations, Oli Biermann. Dans le même temps, après cette magnifique course d'un débutant, on a Lance Stroll, pilote expérimenté pour sa troisième course sur ce circuit, qui va se mettre dehors durant la course. En début de course, il va venir clipper, toucher l'intérieur du mur, finir dans les Tech Pro. Heureusement, le pilote va bien. Malheureusement, une erreur qui coûte cher. Déjà en qualification, il termine à 7 dixièmes de Fernando Alonso. Il est très loin du compte. Il fait une erreur en course qui lui coûte les points, qui lui coûte la course. Il avait un rythme de course, je vous le montre, qui était bien inférieur que Fernando Alonso. Une seconde plus lent, tous les deux dans le clean air, une seconde plus lent que Fernando Alonso. Incapable de suivre le rythme des Mercedes et des McLaren pendant que Fernando Alonso, avec la même voiture, était capable, lui, de s'échapper des pilotes de devant. Donc il y a vraiment un gros écart
de rythme et un gros écart globalement de performance entre Lance Stroll et le reste des pilotes, entre Lance Stroll et son coéquipier. Un week-end qui vaut 0 pour Lance Stroll, qui fait un gros contraste avec le week-end du débutant Ollie Bearman qui lui a fait un sans faute. Une erreur donc de Lance Stroll et un abandon qui va du coup ouvrir des points potentiellement à une autre équipe que celle du top 5. Comme je vous l'ai déjà dit, et on va en parler juste après, les équipes du top 5 sont pour l'instant intouchables et vraiment mises à part. Par contre, derrière, c'est très serré entre les Haas, la Vicarb de Racing Bulls, la Sauber, la Williams et l'Alpine. Donc forcément, Stroll en moins, c'est forcément des points qui s'ouvrent et on a vu que Haas avait un bon rythme de qualif, avait également un bon rythme en course, mais beaucoup de dégradation. Mais à Jeddah, ça dégrade moins et c'est eux qui vont faire la bonne opération. Hülkenberg ne va pas changer de pneus sous safety car, une stratégie comme Lando Norris, comme Lewis Hamilton, opposée à tout le reste du peloton qui, eux, ont changé les pneus pour mettre des gommes hard. Donc une position en piste favorable pour Hülkenberg qui va s'échapper légèrement. Donc, comme je vous le montre sur le graphique, au tour 21, il a un petit peu d'avance sur Guan Yu Zhou, Magnussen, etc. Des pilotes qui restent à s'arrêter pour le pack qui est derrière. Kevin Magnussen, son coéquipier, lui a chaussé des pneus durs et il est devant un pack de pilotes composé d'Alex Albon, composé d'Esteban Ocon, composé de Yuki Tsunoda. Et pendant ce temps-là, on a Nico Hülkenberg qui va s'échapper devant parce que Haas a très bien joué en termes de stratégie et a demandé à Kevin Magnussen de défendre comme un lion, de défendre comme il pouvait et surtout de ralentir son rythme de course. Donc en fait, Magnussen va rouler une seconde plus lent que ce qu'il est capable de faire pour que Nico Hülkenberg s'en aille. Je vous mets le graphique encore une fois sous les yeux. En 10-15 tours, Hülkenberg s'est envolé loin devant pendant que Magnussen a réussi à retenir tout le monde derrière lui. Du coup, Nico Hülkenberg a donc le temps de s'arrêter, passer de nouveaux pneus et ressortir devant Kevin Magnussen. Magnifique opération de la Haas qui du coup, 10e, rentre dans les stands, change de pneus et reste à la 10e place. Avec des pneus neufs, évidemment, il va conserver cette 10e place et aller chercher le point, le dernier point de cette course. Donc magnifique opération de la Haas. Je ferai peut-être une vidéo explicative sur comment Haas a réussi ce coup de maître. Et derrière, on a des équipes qui se sont battues pour rien, puisque personne n'a été capable de passer Magnussen. Le rythme du coup de chaque équipe derrière est très serré, donc je vous mets le graphique, c'est évidemment la Haas qui a le meilleur rythme, sachant que Kevin Magnussen a ralenti à près d'une seconde au tour pour aider son coéquipier Nico Hülkenberg, mais globalement c'est eux qui avaient le meilleur rythme ce week-end, bien loin de l'Aston Martin de Fernando Alonso, mais bien loin également de la Williams qui est juste devant. La Haas qui tourne 1,5 seconde en moyenne plus lent que la Red Bull, là où la Williams, les Sauber et Vicarb et Alpine sont à presque 2 secondes, voire plus de 2 secondes de la Red Bull ce week-end. Donc globalement, en termes de densité, on est quand même très proche. L'Alpine avait le moins bon rythme de course, sachant que Ocon était seul pilote et englué dans le peloton. Donc globalement, c'est un petit peu moins représentatif, mais globalement, Vicarb, Alpine, Sauber, Williams, c'est un rythme qui est proche, voire qui est égal. Et Haas qui, s'il n'y a pas de dégradation, est capable de tirer légèrement son épingle du jeu. Donc la hiérarchie est claire, on a vraiment deux packs si on regarde bien le schéma. Red Bull loin devant, certes, et derrière un pack d'équipes composé de Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin. Haas un petit peu plus loin, même bien plus loin. Williams, Sauber, Vicarb et Alpine, toutes ces équipes se valent, donc tous les points vaudront cher cette année en Formule 1. Allez, on va conclure cette vidéo en parlant des feeder series, en parlant des catégories de promotion. On va commencer tout de suite avec la F1 Academy et c'est les montagnes russes ce week-end pour les Français, en commençant par Dorian Pin qui a signé une magnifique pole position le jeudi avant d'aller gagner la course le vendredi. Le vendredi, en allant gagner la course le vendredi devant Abby Pouling et Maya Wug. Une très bonne course menée de la tête et des épaules. Elle n'a juste pas eu le meilleur tour, mais rien à redire sur cette course. Partie première, elle gagne sans difficulté la première course. Le samedi, elle part en tête, elle se bat contre Abby Pouling, un petit peu plus de bataille, notamment à la relance des safety cars. Et finalement, elle s'échappe et va s'imposer avec le meilleur tour en course. Donc magnifique week-end de Dorian Pin en F1 Academy.
Ça, c'était avant qu'on apprenne qu'elle prenne 20 secondes de pénalité. En fait, à l'arrivée, elle n'a pas vu le drapeau à damier, elle n'avait plus de contact radio avec son équipe. Malheureusement, elle refait un tour complet de piste, elle repasse le drapeau à damier, ce qui est formellement interdit, et elle va prendre une pénalité de 20 secondes qui va la remettre à la 9e place de la course. C'est malheureux, c'est hyper sévère. Voilà, elle a fait un week-end parfait, meilleur tour victoire sur la course 2 qu'on lui destitue. Malheureusement, au classement, du coup, je vous le mets sous les yeux, elle a du coup 12 points de retard sur Abby Pulling, 1 point sur Maya Vug, donc elle a 32 points, Abby Pulling 44 et Maya Vug 33. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé, c'est un incident technique et peut-être trop de concentration pour la Française. Malgré tout, ça n'enlève rien à son talent, ça n'enlève rien au rythme qu'elle a. Je suis persuadé que sur les prochaines courses, elle ira chercher encore des victoires et qu'elle ira, j'espère, gagner ce titre, aller vraiment au-dessus du lot. Abby Pulling la match un petit peu, Maya Vug également. Maintenant, pour moi, elle est bien au-dessus de ses camarades, donc elle devrait, je l'espère, tout de même aller gagner ce championnat. Pour la F1 Academy, rendez-vous le prochain week-end de course du 3 au 5 mai à Miami pour espérer voir Dorian une nouvelle fois sur la plus haute marche du podium. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Formule 2. La Formule 2, fortune diverse pour nos Français, globalement montagne russe et pas grand-chose à retenir malheureusement. La course longue est gagnée par Fittipaldi devant Kushmaini et Denis Sauger qui coiffent sur la ligne, Jack Crawford et Amaury Cordel. Il va falloir compter sur les 3-4 pilotes de devant. Attention, on va voir vraiment une année très serrée. Kushmaini très bon deuxième, Denis Sauger très bon troisième, mais surtout Fittipaldi imbattable sur la course longue. Il avait fini troisième la veille, une course sprint remportée justement par Denis Auger. Mais sur la course longue, Fittipaldi beaucoup trop fort, très bon gestionnaire de ses pneumatiques. Il prend la tête, change de pneus au bon moment et globalement est irrattrapable en rythme de course. Donc une victoire méritée et presque facile pour Fittipaldi qui s'impose du coup sur la course longue. Du côté de nos Français, on a Victor Martins qui partait troisième sur la grille et malheureusement, ça s'est très mal passé pour lui puisqu'il n'avait pas du tout de rythme dans sa hart. Son coéquipier Zach O'Sullivan partait plus loin et lui aussi est redescendu tout au long de la course. 10e place à l'arrivée pour Victor Martins qui marque un petit point. Finalement, il prend une pénalité et il recule au classement. 0 pointé pour Victor Martins qui, la veille, s'était accroché au départ et qui avait également marqué 0 points. Week-end cauchemar pour Victor Martins qui pourtant était très bien parti. Même constat malheureusement chez Isaac Hadjar, un petit peu moins bien qualifié que Victor Martins. Il a joué les points, il a joué même les podiums sur les deux courses. Il avait un très bon rythme de course, mais malheureusement la mécanique lui a fait défaut et la Campos a cassé deux fois le même problème technique en course sprint et en course longue. Donc pareil, 0 pointé pour nos Français sur des courses qui partaient bien, sur une qualif qui partait bien malheureusement. Rien à en tirer et ça commence à peser au classement que je vous mets sous les yeux. Classement général, on a Zayn Maloney qui reste leader du championnat devant Fittipaldi et Auger. Maloney justement qui avait fait une qualification catastrophique, 16e, un souci mécanique en qualif. Il remonte à une magnifique 4e place en course sprint et 7e en course longue. Il marque des nouveaux points, donc il limite la casse même en partant de loin. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on attend d'un champion ou d'un potentiel champion. Il fait le job, Zayn Maloney, et il reste en tête de ce classement de Formule 2. Allez, on termine avec Théo Pourchaire qui malheureusement n'a pas pu faire mieux qu'une 16e place en qualification, se qualifiant tout de même devant son coéquipier. La course a eu lieu ce matin et ça s'est très mal passé. Il perd des places au départ. Sa course, globalement, sa gestion de course est plutôt bonne jusqu'à ce que malheureusement il se sorte lui-même dans les S de Suzuka, dans les derniers S. Il casse uniquement l'aileron avant, entre guillemets, il doit rentrer au stand, changer l'aileron avant et il perd un temps fou. Il finira malheureusement dernier de cette course, donc un début très compliqué, voire catastrophique pour Théo Pourchaire. C'est pas du tout ce qu'on attend de lui, c'est pas du tout ce qu'il faut. S'il veut monter en Formule 1, il doit impressionner par son talent et non pas par ses erreurs ou son manque de rythme en qualif ou en course. Il a un talent énorme, je crois énormément en lui. Théo, tu es capable de mieux. Vivement le prochain meeting. Et on enchaîne aussi avec Romain Grosjean qui lui, par contre, a très bien fonctionné en qualification. Il se qualifie 5e avec sa Juncos. On le sait, Juncos n'est pas censé jouer devant.
Romain a réussi à en tirer le maximum de cette voiture et se qualifier à une très belle 5e place. La course a lieu ce soir à 17h sur Canal Plus Sport. J'ai hâte d'y être. Allez, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime et à partager. J'espère que vous passerez une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.